Ok, je poursuis avec le XXe siècle, mais je vais aller très vite hein, et sans préparation. Alors, le début du XXe siècle garde toujours ses influences ottomanes. Les Ottomans veulent toujours avoir une présence, et notamment avec un certain Ali Bashhamba, qui est connu en Tunisie, mais en fait c'est un pro-turc, puisqu'il va organiser le parti de jeunes Tunisiens qui est un peu à l'équivalent des jeunes Turcs en 1905, au début du siècle. Et bon, il y a aussi des affaires de renseignements, de suite, d'espions proches de Constantinople. Bon, bref, je vais vous épargner tout ça. C'est pas que je vais vous épargner, c'est que il faut bien connaître et je vous l'évoque parce que ce sont des documents d'archives et il faut que je retrouve le texte pour vous raconter tout ça. Mais bon, je vais pas le faire. Donc il y a les influences de Bashhamba, donc influence turque en Tunisie, et nous avons les événements du Gelez, les événements du Gelez et le Jebena, les événements du cimetière de Tunis. Alors, ce sont des événements qui sont connus, puisqu'il y a eu une grosse révolte. Alors, c'était quoi cette histoire? C'était un projet de rail pour faire passer le train du côté de Tunis et du cimetière de Tunis et vers la Cagne, vous voyez, un peu dans ce coin-là. Et donc, c'était la ligne de train et on en parle au conseil municipal et timidement, il y a des musulmans qui disent oui mais on peut pas toucher les tombes, c'est sur nos aïeux, on peut pas retourner les tombes comme ça. Et puis la remarque passe de manière inaperçue, il n'y a pas eu de remarque officielle et donc les travaux se poursuivent. Et puis le jour où on va faire le bornage, où on va commencer les travaux, alors la population est là et elle se dit ah non 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 non, c'est hors de question qu'on touche au cimetière, aux tombes des aïeux, etc. Et alors la municipalité de Tunis se rend compte de son erreur. Elle dit oui oui, écoutez, on va arranger l'affaire, on va annuler, ça va être annulé. Donc les manifestants se dispersent et une fois qu'ils se sont dispersés, vers 11 heures, les euh, les ouvriers italiens se remettent au boulot. Ouf, qu'est-ce que vous vous remettez au boulot? Et alors, quand les Tunisiens musulmans apprennent que les Italiens se sont remis au boulot, c'est la grosse bagarre. Et ça va durer deux, 3 jours, je crois. C'est des émeutes où il va y avoir une trentaine de morts. Et on va tirer au fusil, on va sortir les couteaux. Ça va être un événement très, très grave. Et donc ça s'est passé en 1911. Et en 1912, là encore, c'est pareil. Il y a eu un enfant qui a été écrasé par le tram, par le tramway, qui m'a et alors, encore quelqu'un qui presque il est en colère alors qu'on vient d'écraser un enfant. Et donc les Tunisiens musulmans sont en colère et ils se révoltent et l'agitation prend une allure syndicale parce que la société des trams n'utilise que des Italiens en quasi-exclusivité. Il y a très peu de Tunisiens, donc c'est vraiment une société qui emploie à plein temps des Italiens. Et donc ça tourne à la révolte sociale. Et Bashhamba est accusé justement de profiter des difficultés sociales. Il est expulsé du protectorat de Tunisie. Il est dans un premier temps, il repart à Constantinople. Ensuite, il s'exile en Suisse, je crois, ou le contraire. Enfin, peu importe. Alors ensuite, il y a encore des événements pendant la Première Guerre mondiale où il y a eu des choses. Je vous ai parlé des agents secrets. Ce sont des rapports de police assez intéressants, enfin assez rigolos aussi. Hein. La Première Guerre mondiale se termine, et quand elle se termine avec la déclaration Wilson. Alors là, ce sont des principes nouveaux d'État, de liberté, de droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Excusez-moi si je me souviens pas des mots exacts. Donc ces principes de liberté ont leurs échos à Tunis, et nous avons un certain Talbi, Cheikh Talbi à Tunis, qui crée en 1922 le parti d'Estourien. Alors le parti d'Estourien, ça veut dire la nouvelle constitution, une constitution qui reconnaît les droits citoyens. Et donc c'est dans ce sens que le parti est appelé Parti d'Estourien. Et bon, il fait son chemin. Et ensuite, la Tunisie vit la crise de 29, donc la crise des années 30, où les productions agricoles n'ont aucune valeur, alors que les gens ont faim et qu'il y a une mauvaise distribution. Enfin, l'économie est un peu perturbée. Et dans cette crise sociale se développe
le congrès du Destour. Et là, on va avoir une rupture chez les Destouriens, la rupture d'Oksar Hellel en 1934 entre les Destouriens et les néo-Destouriens. Et c'est quoi la différence entre eux? C'est vraiment la rivalité des Beldéas contre les Bilédiens. Les Beldéas, ce sont les anciens notables d'origine turque, l'ancienne monarchie de Tunis, l'aristocratie tunisoise, dirions-nous. Et les Bilédiens, ce sont les Ouattanines, ce sont les patriotes, ce sont des gens qui viennent de la province, qui revendiquent des droits et qui sont plus des nationalistes tunisiens. Et donc, entre les deux partis, il va y avoir une séparation, donc une rupture au niveau des deux partis. Et il y en a une qui est beaucoup plus agitée, qui est menée justement par les Bourguiba et autres dont j'ai oublié leur nom, Matri, enfin ils sont connus, ce sont des personnalités célèbres. Et dans les années 36, provocation de grève, on essaye de pousser le protectorat dans ses limites. Le 9 avril 1938, qu'on a fêté hier ou avant-hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Non, ben c'est aujourd'hui, le 9 avril, c'est aujourd'hui. Le 9 avril, il y a des émeutes qui sont réprimées dans le sang. Il y a une vingtaine de morts. Le parti destourien est dissous. Et donc, le protectorat français, disons que l'autorité française en Tunisie se trouve à des difficultés, fait face à des difficultés, d'une part, des Tunisiens musulmans, et aussi des Italiens, parce que les Italiens sont proches de Mussolini. Les Italiens de Tunisie étaient proches de cette propagande mussolinienne qui, lui, parlait carrément de Saif el-Islam. Donc, c'est comme si lui était le défendeur de l'islam en Tunisie. Et donc, le protectorat français doit faire face à ces deux menaces au sein donc c'est quasiment toute la population qui s'oppose au protectorat, disons à l'autorité française. Alors, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, notre Bey Monsef, le Bey Monsef qui est le souverain, qui monte au trône, je crois, en 1942 et 1943, il y a les Allemands qui viennent à Tunis, et lui, disons qu'il accueille les Allemands, il leur fait bon accueil. Il n'adopte pas les lois raciales. Ça, il faut le rappeler à son honneur. Mais on l'accuse d'avoir décoré des généraux allemands et d'avoir pris le parti, enfin de la sympathie en tout cas par rapport à l'Allemagne. Et en fait, lui, c'était tout simplement un nationaliste. C'est quelqu'un qui était proche des thèses nationalistes, des anciens destouriens. Et donc, pour lui, disons que l'occupation allemande est un moyen de contraindre la France, le pouvoir français. Bon, le pouvoir français ne l'encaisse pas de cette manière, ni le pouvoir français, ni les Alliés. Et quand les Allemands quittent Tunis, eh bien, le bey reste à Tunis. Mais le pouvoir français le destitue. Il dit on ne vous reconnaît plus comme le souverain et on attend la fin de la guerre. Alors il règne sans gouverner, en fait, dans une drôle de période. Et après la guerre, ce sont les Anglais qui viennent le chercher et qui viennent l'emprisonner, qui le mettent dans un avion. Et lui, n'a vraiment rien à se reprocher. Il monte dans l'avion sans se rendre compte de rien, sans savoir ce que c'est que être destitué. Et on l'envoie dans le désert à la Rouate. Et ensuite, il va à Pau, je crois, il est exilé jusqu'en 1949 ou 48 ou 49 lorsqu'il décède. Et lorsqu'il décède, finalement, le nouveau bey, Bey Lamine, est reconnu par la population, mais la population ne voulait pas reconnaître Bey Lamine parce qu'elle ne comprenait pas la destitution de son roi. Et donc Lamine était, je crois, au calme. Puis c'est une autre personnalité, Lamine. Lamine Bey est quelqu'un de plus calme, de plus posé, mais il a l'héritage de Monsef Bey, qui est un homme bouillonnant, sympathique, babour, comme on dit en tunisien, et qui connaît beaucoup de monde, et qui est amical, et qui est chaleureux, etc., et qui est très aimé par les nationalistes, et très apprécié, et qui partagent leurs idées. Et Lamine Bey, c'est absolument une autre figure, mais il a ce patrimoine de guerrier, en fait, nationaliste, patriote, et donc il va entamer un costume qui n'est pas le sien. Et donc, Lamine Bey va soutenir aussi le mouvement autonomiste d'abord,
autonomiste, parce qu'on n'ose pas parler d'indépendance à ce moment-là, mais on parle d'autonomie, on parle de mettre de plus en plus de cadres tunisiens dans l'administration coloniale. Voilà, donc ça part un peu dans ses revendications. Et puis, il est un peu sous la dictée du parti du Néo-Destour, et donc il leur obéit, il sabote ses relations avec le préfet, je ne sais pas comment on appelle ça, le commissaire, enfin le responsable du protectorat. Et il écrit au président, il écrit à Schuman, il essaye de faire entendre la souffrance du peuple tunisien, de ces Tunisiens qui veulent avoir des droits, qui veulent des droits sociaux, etc. Et donc, il soutient carrément un gouvernement de, comment il s'appelle, Ahmed Berik, en 1951. Il y a un gouvernement qui a pour programme d'aller vers l'autonomie, et donc ils vont tous. Donc le projet du gouvernement, c'est d'aller vers plus d'autonomie au niveau de la gouvernance tunisienne, et voilà. Donc ça, ce sont les projets. Et en 1952, on reçoit j'ai oublié le titre du gars qui vient, Otlock, qui s'appelle Otlock, et c'est un homme assez brutal. Il croit qu'avec la brutalité, il va tout remettre en ordre, et au contraire. Et vraiment, il fait l'étincelle dans le brasier, et alors ça fume de partout, ça éclate, il se dispute avec le bey ne veut plus le recevoir, et les gens le Destourien, notamment Ben Salah et Bourguiba, font une plainte à l'ONU, et qui n'est pas reçue, et donc les Français sont encore vexés parce que tout acte doit passer par le protectorat français, et il y a donc un grand désaccord, une grande tourmente. Et alors, je vais briller assez rapidement. Mendes France, qui vient d'être élu au Conseil, arrive à Tunis et il dit, écoutez, on est disposé à discuter, mais d'abord retour au calme. C'est vraiment la condition essentielle. Et, euh, et donc, on s'accorde à partir de l'année 54. On se dit, voilà, dans le cours de l'année, on aboutira à l'indépendance sans condition pour arriver à l'indépendance de la Tunisie. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur cette histoire de Tunisie du XXe siècle, mais c'est juste pour indiquer la ligne. Parce qu'après, je vais parler de Djerba, de certaines affaires, sur la sécurité, sur le réseau routier, sur les personnalités. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais bon, c'était important de dresser cette ligne de l'histoire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, et je reprendrai plus tard.